Bonjour ou bonsoir, c'est selon là où vous trouvez. Merci d'être à l'écoute de Questions Directes qui reçoit aujourd'hui Sanoussi Diakité. Sanoussi Diakité est ingénieur des systèmes de formation, d'insertion. Il est enseignant-chercheur en sciences et techniques industrielles, expert membre de l'ONES. Il a déposé 2 brevets d'invention au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI, ancien conseiller technique numéro 1 du ministère de la formation professionnelle. Il a été directeur général de l'Office national de la formation professionnelle. Sanoussi Diakité vient de sortir un livre qui s'appelle Leadership de la formation professionnelle. Monsieur Sanoussi Diakité, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est quoi la formation professionnelle? Merci M. Diop de votre invitation. La formation professionnelle, c'est la formation à l'exercice d'une fonction de travail. La formation professionnelle a vocation de préparer l'individu à travailler. L'Organisation internationale du travail, qui donne la définition standard à travers ses recommandations. Je veux dire, la recommandation 195 aujourd'hui de l'Organisation internationale du travail veut que la formation professionnelle soit vue comme étant tout au long de la vie, qui permet à l'individu d'être performant sur le marché du travail à quelque niveau que ce soit. Donc, il y a un lien direct entre formation professionnelle et travail. Le cadre de prédilection de la formation professionnelle, c'est le système de travail. Est-ce que notre pays, la formation professionnelle est privilégiée? Parce qu'on voit beaucoup de jeunes qui vont à l'université, qui sont dans les écoles, mais peut-être qu'ils ne savent pas travailler. Oui, on ne prépare pas à travailler. On a fait de la formation professionnelle un pan, un aspect, une dimension de l'éducation en général. On l'a fait entrer dans ce qu'on appelle le secteur social. C'est vrai, dans les politiques actives d'emploi et dans la perspective de démocratiser l'accès aux formations, on a introduit la formation professionnelle dans le système de l'éducation. Mais même la formation professionnelle, et je l'ai traité dans l'ouvrage, a quelquefois des problèmes de positionnement justement dans le système de l'éducation tel que conçu. Et c'est un héritage qu'on a, c'est un héritage colonial. En France, c'est à partir de la Révolution que la formation professionnelle a intégré l'éducation. Auparavant, c'est géré par les entreprises. Mais en Allemagne, ça n'a jamais quitté les entreprises. L'État joue le rôle de régulateur, de soutien et d'arbitre. Mais c'est toujours resté dans le sérail de l'activité productive et de service. Et pourtant, beaucoup estiment que l'emploi des jeunes passe par la formation professionnelle. C'est l'un des meilleurs vecteurs de création d'emplois. Non, c'est même essentiel. Je dis ça prépare au travail. Donc, la formation professionnelle ne doit pas être traitée dans une logique de diplôme, mais dans une logique d'acquisition de compétences et de qualifications pour exercer une fonction de travail. Le travail est organisé, le système de travail est structuré autour des instruments qu'on appelle le Code du travail, qu'on appelle les conventions collectives de branche, etc. C'est là où le système de travail est organisé. Et c'est là où la formation professionnelle doit jouer son rôle d'amener des demandeurs d'emploi à être conformes aux conventions ou
aux normes de travail qui sont dans les branches professionnelles. Au lieu de cela, on a plutôt considéré que doivent aller en formation professionnelle ceux qui ont échoué dans leur cursus scolaire. C'est là où tout a été faussé. Donc il faut réhabiliter la formation professionnelle pour permettre aux jeunes de savoir qu'être formé de façon professionnelle, si je me répète, ce n'est pas un cadre inférieur. Au contraire. Au contraire. Vous avez bien dit au contraire, et c'est ça qui est vrai. Au contraire. C'est-à-dire ça, tous les pays qui ont donné de la place, du leadership à la formation professionnelle, on a vu comment leur économie est solide. Les exemples sont nombreux. Comme l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne, la Chine, qui est aujourd'hui... l'atelier du monde. Voilà, la Chine, l'Inde, qui a pu attirer des investissements américains à cause de la main-d'œuvre qualifiée, hautement qualifiée, qu'ils ont pu avoir au sein du pays. Donc, c'est vrai, la formation professionnelle doit jouer un rôle de leadership dans les politiques publiques. Parce que ça agit dans beaucoup de domaines. La formation professionnelle a un lien avec la productivité du travail. Donc, la performance des entreprises, la rentabilisation. La formation professionnelle a un rôle important dans la création d'emplois. Donc, vous voyez, ça traverse toutes les politiques publiques. Et donc, ça est catalyseur. C'est pourquoi on doit lui donner un rôle de leadership dans la mise en œuvre des politiques et des stratégies de croissance. Comment faire pour changer de paradigme au Sénégal par rapport à ces données bien précises, d'autant plus que depuis 2001, les réformes ont été faites, mais on attend encore des résultats très concrets. Oui, les résultats ne sont pas encore à la hauteur des attentes. Pourquoi? Mais, malgré les efforts, on a maintenu la formation professionnelle dans la logique scolaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir la formation professionnelle de la logique scolaire pour l'installer dans le système de travail. En quoi faisant? En faisant en sorte que les formations visent concrètement les situations ou les fonctions de travail attendues par les entreprises. Vous savez, on parle souvent de la logique keynésienne, lorsque le plan Marshall, etc. Qu'est-ce que l'Europe a fait lorsqu'il fallait investir et puis vraiment relancer leur économie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Ils ont investi lourdement, mais ils ont accompagné cela par une main-d'œuvre qualifiée. Mais la main-d'œuvre qualifiée a été formée de manière spécifique sur les fonctions de travail attendues. L'État a entrepris énormément de choses. Les grands travaux sont là, les grands investissements sont là. Il y a des grandes entreprises qui arrivent. Mais il faudrait qu'à temps réel, on puisse amener les jeunes à être capables à remplir les fonctions de travail qui sont attendues dans ces entreprises. Justement, c'est ça le gros paradoxe au Sénégal. Les entreprises viennent investir, mais la plupart des ouvriers qui sont dans les chantiers, c'est des étrangers qui viennent travailler. Il y a peu de Sénégalais parce qu'il se paraît que sur le marché du travail, il y a peu de qualifiés. Voilà, parce qu'on ne fait pas de corrélation dynamique entre ces investissements qui viennent, donc suggérés et suscités par l'État. C'est ce qu'un chef de l'État doit faire, c'est-à-dire créer les conditions d'emploi. Mais il faut maintenant faire en sorte que le profil puisse répondre à ces besoins-là. Et ça, c'est un traitement, ce qu'on appelle la formation qualifiante. La formation qualifiante, ce n'est pas la formation diplômante. Ce n'est pas la formation qui suit un cursus scolaire. C'est une formation qui permet à l'individu d'acquérir de la qualification, c'est-à-dire la maîtrise, c'est la maîtrise de savoir-faire qui correspond à des fonctions de travail aux normes, à une norme de branche. C'est ça la formation qualifiante. Et elle n'est forcément pas diplômante. Elle vise une fonction. Elle peut être même courte. Et elle est très adaptative. Donc il est important que nous puissions, dans le cadre de 200 000 emplois, 200 000 demandes d'emploi par année, les résorber, et il faudrait pourtant qu'ils aient de la qualification avant d'intégrer le marché de l'emploi. Comment faire? C'est la formation qualifiante qui est la solution.
Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà, pour ancrer dans la tête des enfants, susciter quelque part des vocations, qu'il faudrait, dès le préscolaire, apprendre aux enfants à manipuler des petites machines, à les démonter, à les monter pour susciter et créer des vocations qui pourraient se poursuivre tout au long du cursus. Oui, ça peut avoir un effet sur le changement de rapport qu'on a avec la technologie en général. Parce qu'on a une sorte de relation un peu émotive vis-à-vis de la technologie, en considérant que toute technologie qu'on vient, c'est tombé comme on le voit. Non, on ne sait pas que derrière, il y a énormément de travail, il y a énormément d'expériences qui ont abouti à des échecs avant d'arriver à ce produit final qu'on utilise. Et donc, s'approprier de ce processus-là, c'est libérer les énergies, c'est libérer les intelligences, c'est libérer les gens de carcans de complexes. Et ça, c'est très, très important. Et ça se fait par le biais de cette éducation à la culture technique. Et il faut aller plus loin. Il faut nous reconnecter à notre patrimoine technique. Je vous rappelle que les Toubabs ont trouvé des gens en train de faire des outils, en train de faire des choses dans le domaine de la technique. Et si on doit comparer toutes ces choses étant égales par ailleurs, par rapport aux époques, nous, il y avait au Moyen-Âge, on n'avait pas une technologie moins avancée que l'Europe. Mais ici, il y a eu un coup d'arrêt qu'on a opéré sur notre processus de création et de mutation. On a fait un coup d'arrêt. Donc, c'est comme si on l'a figé dans le temps. Il faudrait qu'on reconnecte le jeune Sénégalais, le jeune Africain avec son patrimoine technique. Est-ce que vous savez que déjà le 11e siècle, à la Falémé, 11e siècle, le haut fourneau d'élaboration de l'acier était déjà en activité. De l'acier, je vous dis. Mais le jeune Sénégalais, il ne sait pas que, en fait, on élaborait l'acier chez nous. Pour amener tout ça dans la cosmogonie et dans la réflexion, est-ce qu'il ne faudrait pas créer des musées où les jeunes vont partir voir les objets, les premiers objets qui ont été faits par des Africains, par des Sénégalais, en sachant qu'aujourd'hui, que leurs ancêtres, ou leurs aïeux, ont pu faire quelque chose. C'est indispensable, c'est essentiel. C'est essentiel. Vous savez, il y a une dimension culturelle au développement de la technologie. On ne peut pas. Une technologie naît toujours dans un environnement économique, social, culturel donné. La machine à fougneau que j'ai mise au point ne peut pas être mise au point par un Japonais. Parce que ça n'est ni dans sa nécessité économique, culturelle ou sociale, ça n'est pas dans son environnement. Moi, ça a été dans un vécu, ça a été dans une nécessité. Donc, il a fallu réfléchir à une solution. Donc, c'est comme ça. Justement, avec cette machine que vous avez créée, est-ce qu'il y a un accompagnement industriel pour créer ces machines que vous avez fait à échelle industrielle, pour permettre à chaque contrée du Sénégal ou à chaque maison d'avoir peut-être sa machine à fognon si ils en ont besoin? C'est cet accompagnement-là qui manque souvent, malheureusement, par rapport à nos créations. Je ne suis pas le seul, hein. Il y a de nombreux Sénégalais qui créent. Mais vous savez, quelquefois, on voit des chefs d'État aller négocier pour leurs entreprises des marchés sur le plan international. La machine à fognon est une propriété de notre pays. Ça a été créé au Sénégal et c'est la première machine. Donc, elle est ambassadrice de notre potentiel, de notre créativité. Elle est ambassadrice. Et qu'on aurait pu la vendre à l'extérieur, au nord du Sénégal? Exactement. Non, c'est dans 16 pays. Elle fonctionne dans 16 pays. Dans 16 pays, on cultive du fognon. Et dans 16 pays, on a besoin de cette machine. Mais moi, je ne suis pas un homme d'affaires. Je suis un chercheur. Alors, quand il n'y a pas de culture, qu'il n'y ait pas cette jonction entre les hommes d'affaires et les chercheurs. Par exemple, on a vu pendant la Covid
beaucoup de jeunes Sénégalais créent des choses importantes, des robots, créent même des machines qui cultivent avec des motos Jakarta adaptées pour cultiver la terre. Là où le cheval devait faire 2 heures, la machine peut faire 30 minutes. Et tout ça, c'est des créations, c'est des réflexions qui ont été faites par des jeunes Sénégalais. Absolument. Mais on n'a pas vu les hommes d'affaires sénégalais accompagner cette vague-là, créer les conditions pour que ce soit industrialisé. Cette culture de risque sur les inventions, sur nos inventions, n'est pas suffisamment. Alors, quand il y a des insuffisances au niveau du tissu industriel, la suppléance est attendue de l'État. Dans un premier temps, c'est l'État qui doit mettre en place voilà. L'incubateur. Voilà, exactement. Jusqu'à ce que ça se lance, que ça prenne son envol. C'est l'État. Et il suffit simplement qu'on dise, écoutez, toutes les zones de culture doivent avoir une machine pour que ça suscite la création de l'industrie. Il y a juste dans le programme de développement de l'État qu'il y ait un programme sur le fognon. Le programme sur le fognon va viser un certain tonnage à cultiver. Et tout cela relié à une question économique, de génération de devises pour notre pays, parce que le fognon est un produit exportable très très demandé à l'extérieur. Alors on aurait pu donc asseoir un programme de développement de la culture et de la consommation du fognon. Comme les colons l'ont fait pour l'arachide, comme les colons l'ont fait pour le maïs, comme les colons l'ont fait pour le coton. Exactement la même chose. Une culture, quand on veut la développer, on met en place les conditions de son développement. On met en place les conditions de son développement. Alors, si cela n'est pas fait, évidemment, si ça doit se développer que de par son énergie propre, ça prendra le temps que ça prendra. Mais je me réjouis du fait qu'aujourd'hui, si le fognon a atteint une certaine envergure et dans une dynamique de relance, c'est parce que la machine a existé. Mais tout ça, il n'y a pas d'accompagnement de l'État, il n'y a pas une volonté politique d'asseoir l'industrialisation pour le mettre en place. Il y a le fognon, il y a la machine que vous avez créée, il y a énormément de jeunes Sénégalais qui créent, mais qui sont dans l'anonymat le plus total, qui ne sont pas accompagnés dans la créativité. Parce qu'on a vu aujourd'hui dans le Baol, quand vous allez en Chine, vous avez des machines qui travaillent dans tel ou tel domaine, que les jeunes qui sont là sont capables de démonter la machine, d'en fabriquer une qui est similaire, qui fait le même travail. Bien sûr. Non, ce n'est pas la créativité. Vous savez, dans l'artisanat, à part même la capacité de fabriquer une machine similaire, il y a de la créativité. Parce que vous savez pourquoi il y a de la créativité là-bas? Parce qu'ils sont en contact avec le besoin. Ils ne sont pas aériens. Ils sont concrets. Voilà. Et l'innovation et l'invention demandent, c'est une solution concrète à un problème technique. La recherche là, c'est la recherche de solutions. Ce n'est pas juste expliquer un phénomène, c'est chercher la solution à un problème. Alors, les artisans, ils sont bien. Mais il était quoi, Honda? Honda était un artisan. Il était quoi, Berlier? Il était un artisan. Donc, les artisans méritent une attention particulière pour regarder, même si l'outil au départ qu'ils vont faire n'est pas très performant, mais ça contient les principes actifs d'une technologie qui est appelée à grandir, à s'améliorer, à se perfectionner. Et il suffit simplement qu'on se mette dans cette dynamique-là de l'accompagner, qu'on ait conscience. Et ça, je me désole du fait qu'on n'a pas suffisamment confiance en nous-mêmes, en nos propres capacités, à générer, à sécréter les solutions qui sont adaptées à nos propres besoins. Or, chaque fois, ceux qui sont déconnectés du système formel le démontrent. Ceux qui sont dans le système formel sont inscrits dans une logique d'imitation, une logique de complexe, voilà, relié à l'extérieur. Il faut ressembler, il faut non respecter ce que, ainsi de suite. Ils ne sont pas dans la rupture. Or, l'innovation
est un acte éminemment de rupture. Alors, donc, si on ne va pas dans ce sens-là, il y aura des problèmes. Alors, c'est pourquoi, même en matière de formation professionnelle, j'ai dit rupture. Rupture parce que nous avons des choses à faire, nous avons des problèmes concrets auxquels on est confronté. Mais est-ce que ces ruptures, il faut les introduire à l'université? On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui fuient les filières scientifiques, qui font littérature, géographie, tout ça, c'est important dans un pays. Mais si on a la grande masse qui est dans la littérature, dans la philosophie, dans la sociologie, ce qui n'est pas mal, mais comment on fait pour susciter la technique, la scientificité dans nos universités? Il faut changer de repère, de référentiel. Au lieu de partir de la logique académique et scolaire, on parle de la logique du travail. Qui travaille au Sénégal? Notre travail est soutenu par qui au Sénégal, pour l'essentiel? Si on se pose cette question, on aura la réponse de ce qu'il y a à faire. Ceux qui travaillent au Sénégal, qui soutiennent la production, c'est essentiellement le secteur informel et l'artisanat. Le secteur formel, même si ça a une forte plus-value par rapport au secteur informel, mais la grande masse est encore dans l'artisanat. Oui, mais ce qui surprend les gens, c'est que de Senghor à Macky Sall, en passant par Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, on a toujours parlé d'artisanat. Pourquoi, depuis lors, l'artisanat sénégalais n'a pas pu être formalisé, n'a pas pu travailler, créer, accompagner le développement industriel du pays? Parce qu'on n'a pas considéré que notre industrie doit partir de notre artisanat. Voilà. C'est dû à quoi? C'est un problème de logiciel chez les dirigeants? Parce que non, on considère qu'une industrie doit émaner d'un processus différent du processus d'évolution de la société, de l'artisanat vers l'industrie. Considère, quand on crée une industrie, on pense industrie. Voilà, on est dans d'autres paradigmes. Mais alors que, en secrétant, l'industrie c'est quoi? C'est la capacité à faire en grande échelle et de manière standardisée. Oui. 450 milliards seront dépensés pour l'emploi des jeunes. Est-ce que vous avez senti dans cette répartition que l'artisanat a été pris en charge de façon holistique? Il y a eu, j'ai entendu l'initiative de soutenir les artisans dans la confection. C'est très bien. Mais moi, j'aurais suggéré plutôt que de faire en sorte que l'artisanat soit en capacité d'absorber la main-d'œuvre. Ces jeunes-là qui chôment, qu'ils soient en capacité, que l'artisanat soit en capacité de les absorber. En quoi faisant? L'artisanat aujourd'hui, pourquoi elle ne peut pas employer ces jeunes-là? L'artisanat n'a pas la surface financière, elle est dans une logique de survie. On travaille pour vivre. Et celui qui travaille, ce qu'il travaille là, c'est ça qu'il va manger. Il faut créer des industries, il faut que les industries soient derrière des coopératives. Non, l'artisanat tel quel, qu'il faut renforcer dans ses outils, ses méthodes et ses ressources humaines. Ces outils, ces méthodes et ces ressources humaines. Ça change radicalement la situation. Et ça va donner une capacité d'absorption de la main-d'œuvre. Alors, j'en ai vu des exemples concrets. Hein. Je peux vous donner des exemples d'artisans qui ont pu, après absorber de la main-d'œuvre des ingénieurs, à employer des ingénieurs. Boussek. Oui. Boussek. Il fait quoi, lui? Il fabrique des machines agricoles. C'était un artisan. Mais il a employé après des ingénieurs. Parce qu'il a voulu changer d'échelle. Mais il a dû avoir des moyens pour le faire. Non, il a eu la volonté. Hein, et il a eu un ingénieur qui a cru en lui. Qui a accepté. Et qui n'a pas dit, non, moi, tant que je n'ai pas un poste à la Sénélec, ou je ne sais pas, dans une très grosse entreprise, je n'y vais pas. Il a accepté de venir avec l'artisan. C'est vrai que y a eu au départ un marché qui a impulsé. Un marché. Il
Il a eu un marché, à partir de ça, il s'est senti dans la nécessité de recruter un ingénieur pour l'aider à bien réaliser son marché. Mais ce qui repose le problème de la commande publique, l'État du Sénégal doit aujourd'hui, dans la commande publique, privilégier ces genres de chefs d'entreprise pour leur donner les moyens d'aller recruter des ingénieurs et des techniciens, les mettre dans l'entreprise pour les développer. Ça, c'est un thème que j'ai développé dans l'ouvrage, la commande publique, source de création d'emplois. M. Diop, vous savez, l'État, en transférant des ressources au privé, aux titulaires du marché, transfère des milliards, peut-être même 2000 milliards maintenant. Mais ces 2000 milliards, c'est pour des investissements, de la prestation ou de la fourniture de matériel. Tous ces marchés-là auraient pu contenir, comporter une clause d'insertion des jeunes. Ça se fait déjà au Maroc, ça se fait en France. L'article 14 du Code des marchés en France exige de consacrer un nombre d'heures travaillées à l'insertion des jeunes. Ça fait partie. Combien de jeunes, si on considère par exemple que chaque 100 millions de marchés doit permettre à 10 jeunes d'être insérés, combien on aurait créé? Mais l'État parle bientôt de convention État-employeur avec 15 milliards de francs CFA aux entreprises. C'est passé de 1 milliard à 15 milliards. Mais certains ont considéré, une enquête qui a été faite par la Banque mondiale, que la plupart des jeunes qui étaient pris dans ces entreprises n'ont pas pu se former. Ils étaient transformés en coursiers parce qu'il n'y a pas eu de suivi et évaluation derrière pour vérifier est-ce que l'argent qui a été investi a effectivement servi à former les jeunes. Non, c'est vrai, on a dit qu'il faut créer les conditions de premier emploi, État employeur. Mais vous savez, c'est une initiative qui est heureuse, qui est excellente. Et le chef de l'État, en décidant de l'amener à 15 milliards, veut donner de l'échelle, de l'ampleur à la chose. Mais pourquoi on se poserait des questions sur le fait que le jeune ait été employé dans un poste qui ne correspond pas à son profil de départ? Pourquoi? Le problème, c'est que le jeune, en sortant de l'entreprise, en sort comme il est entré. Oui, absolument. Il a fait, il en est sorti, mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la certification sur ce qu'il a fait. C'est un titre professionnel qu'il va avoir parce qu'il a exercé une fonction de travail sous contrôle et à la fin, on peut lui appliquer ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience. Ça lui fait acquérir une certification. Et la certification, là, il va l'ajouter à sa première, à son premier diplôme, mais ça lui ouvre les portes. Parce que là, on va lui reconnaître une aptitude à exercer une fonction de travail reconnue. Voilà. Sanoussi Diakité, merci d'avoir été avec nous sur le plateau de ITV à Question Direct. Je rappelle que vous avez sorti un livre qui s'appelle Le leadership de la formation professionnelle. Un livre qui vient ajouter à ce qui se fait dans ce pays, et surtout à faire comprendre aux Sénégalais que la formation professionnelle est extrêmement importante pour lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Mais il suffit que cette formation professionnelle soit pratiquée dans les règles de l'art. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir. Thank you.